Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu et vous parler. Donc je suis chef de clinique à l'hôpital Bichat, donc dans le service de psychiatrie et d'addictologie, donc qui est rattaché effectivement au centre Chronos, qui est un hôpital de jour diagnostic des troubles du sommeil et des prises en charge essentiellement psychothérapeutiques dans ce contexte-là. Et donc je vais vous parler des TND, alors plus du TDAH et un petit peu de l'autisme et des troubles du sommeil. Donc vous le savez, le sommeil, c'est un état de veille qui est physiologique, qui chez l'adulte dure environ 7 à 8 heures, mais il y a énormément de variations en fonction de l'âge, du sexe, mais aussi entre les individus, en termes de qualité et de durée de sommeil. Il en va de même pour le chronotype. Le chronotype, c'est le fait d'être plus du matin ou plus du soir. Et il y a beaucoup de variabilité en fonction des individus. Et le chronotype correspond à une manifestation des rythmes biologiques. Les rythmes biologiques, donc, ou rythmes circadiens, sont médiés par l'horloge centrale, qui correspond donc au noyau suprachiasmatique et à la glande pinéale, qui va permettre la libération de la fameuse hormone du sommeil, la mélatonine. Cette horloge centrale est en fait synchronisée par un certain nombre de synchronisateurs externes, qui va donc des rythmes sociaux, des rythmes alimentaires, de l'activité physique. Mais le principal synchronisateur externe, c'est la lumière, qui, via son action sur les récepteurs de la rétine, les récepteurs à mélanopsine, va permettre la libération, enfin en tout cas les variations de sécrétion de mélatonine. Si on parle de sommeil, on parle aussi d'architecture de sommeil. Donc là, je vous ai représenté donc, un hypnogramme qui correspond, donc on utilise en pratique courante en médecine du sommeil, qui correspond à une schématisation de l'activité cérébrale au cours du sommeil. Et ça permet de mettre en évidence le fait qu'il y a plusieurs types, plusieurs qualités de sommeil au cours de la nuit. Donc là, en vert sur l'abscisse, vous avez le sommeil lent profond qui est de manière physiologique plus présent en début de nuit. Il correspond à une diminution de l'activité cérébrale associée à une diminution aussi du tonus musculaire et de manière schématique est extrêmement important parce qu'il va permettre la régénération en termes d'énergie au cours du sommeil. Il y a d'autres types de sommeil, notamment le sommeil paradoxal qui est physiologiquement plus présent en fin de nuit, donc qui est situé en rouge sur l'hypnogramme et qui lui va correspondre plus à une augmentation de l'activité cérébrale nocturne associée à une atonie musculaire et qui schématiquement c'est le moment du sommeil où on va avoir plus de rêves, plus vivaces, plus complexes au cours de la nuit. Bon, je vais passer très vite. Le TDAH, donc c'est un trouble qui est extrêmement fréquent, avec donc une petite diminution en termes de prévalence à l'âge adulte, mais avec quand même une persistance. Enfin, les études vont dans le sens qu'il y a une persistance des symptômes entre l'enfance et l'adolescence jusqu'à 65%. Les trajectoires, et ça, ça a été beaucoup dit dans les topos précédents, peuvent être extrêmement différentes en fonction des individus, en termes de développement de comorbidité, de retentissement sur le plan fonctionnel, social et psychiatrique. Mais alors du coup, quel est le lien entre TDAH et sommeil? Donc les études montrent qu'il y a énormément une prévalence qui est plus élevée des troubles du sommeil, que ce soit sur le plan subjectif, c'est-à-dire sur des auto-questionnaires, mais aussi de manière objective des troubles du sommeil, donc en polysomnographie ou en actimétrie. Mais le sommeil semble peut-être être un symptôme précurseur du diagnostic du TDAH. Certaines études mettant en avant le fait que 25% des nourrissons de 6 à 18 mois présentaient des troubles du sommeil avant un diagnostic donc, du TDAH autour de l'âge de 5 ans. Aussi, vous remarquerez que la privation de sommeil ou la dette de sommeil va entraîner des symptômes comme l'agitation, les difficultés attentionnelles, l'hyperactivité, qui sont des symptômes du TDAH. Et donc, on peut imaginer qu'il peut y avoir un effet un peu d'aggravation en fait, de ces deux troubles par un effet un peu bidirectionnel. Donc je vous le disais en début de topo, il y a le sommeil évolue tout au long de la vie, que ce soit donc en termes de durée, avec donc, les nourrissons qui vont dormir en moyenne entre 14 à 17 heures, jusqu'à au sujet âgé où on va avoir une réduction du temps de sommeil. Et il y a cette période critique et charnière dont on a beaucoup parlé aussi, qui est l'adolescence, où il y a énormément de modifications donc en termes de durée, mais aussi en termes de rythme circadien, c'est-à-dire que les patients, les adolescents, de manière physiologique, vont avoir un retard de phase. Ils vont se coucher plus tard, se lever plus tard.
Et en fait, la plupart des adolescents vont être en dette de sommeil, en lien avec un impact de la scolarité, des horaires fixes et précoces de la journée. Et donc, l'adolescence étant une période particulièrement sollicitatrice en termes d'aménagement sur le plan de l'éducation, de sociabilisation, on peut imaginer que les patients sans TDAH vont avoir assez de ressources pour lutter contre cette dette de sommeil qui est quasi systématique. Mais effectivement, les patients avec un TDAH qui subissent donc cette dette de sommeil, si en plus de ça, ils ont d'autres troubles du sommeil, on peut imaginer que les capacités cognitives qu'ils vont devoir engager vont être encore plus difficiles. Et ça peut avoir un impact sur la trajectoire à distance et le risque d'aggravation des symptômes. Ce que j'ai retrouvé donc, dans la littérature, c'est qu'effectivement, autant les troubles du sommeil du patient TDAH ont été extrêmement explorés dans l'enfance, beaucoup moins à l'âge adulte. En tout cas, ce que ça retrouvait, c'est qu'il y avait sur le plan subjectif, donc à l'aide d'auto-questionnaires, c'est qu'il y avait pas mal de difficultés d'endormissement, beaucoup de difficultés de réveil par rapport aux enfants et adolescents sans TDAH. Donc, en plus du retard de phase physiologique, ils avaient quand même une aggravation de cette tendance-là et une tendance à la somnolence diurne. Ces résultats étaient assez congruents avec ce qui était retrouvé de manière objective. Donc en actigraphie, il y avait une latence une augmentation de la latence d'endormissement, une tendance à la réduction du temps total de sommeil, et en polysomnographie, une tendance à l'augmentation de la latence d'endormissement et une augmentation du stade 1 de sommeil. Le stade 1, c'est le stade qui précède le sommeil lent profond, donc ce sommeil qui permet le regain d'énergie. Donc il y avait quand même, en tout cas, le temps pour y arriver était plus long. Donc on peut imaginer que s'il y a une durée plus courte de sommeil due à des horaires de scolarité ou d'horaires de vie, effectivement, on a un impact sur la qualité de sommeil. Chez l'adulte, on retrouve des choses assez similaires. Donc pareil, augmentation de la latence d'endormissement, plus de réveil nocturne, plus de somnolence, qui était aussi retrouvée en actigraphie concernant la latence d'endormissement et l'efficacité de sommeil, mais il n'y avait pas de différence entre les groupes en polysomnographie, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'études qui évaluent cet aspect-là chez adultes. Concernant les rythmes circadiens, donc, ces aspects-là étaient aussi retrouvés, notamment en termes de modification des sécrétions hormonales, que ce soit de mélatonine et de cortisol. Donc là, c'est juste un tableau pour dire qu'effectivement, il y a quand même un continuum entre ce qui est retrouvé chez l'enfant et chez l'adulte en termes de modification du sommeil chez les patients avec TDAH. Et des éléments aussi sur le plan génétique, avec des modifications au niveau de certains gènes de l'horloge, donc de l'horloge interne, les clock gènes, qui semblent aussi avoir certaines anomalies chez ces patients. Un petit point sur le fait qu'il y a certaines maladies spécifiques du sommeil, comme le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est donc une diminution du flux respiratoire nocturne entraînant des apnées, des hypopnées, qui va en fait en journée entraîner de l'hyperactivité, de l'impulsivité, en tout cas des troubles attentionnels, plus d'irritabilité. Et donc ça peut être un diagnostic différentiel du TDAH, donc y penser. Et en plus de ça, ça peut être aussi une comorbidité parce qu'elle est extrêmement fréquente chez ces patients-là. Certaines études mettant en avant 20 à 30% donc, de syndrome d'apnée du sommeil chez les patients TDAH. Donc y penser en cas donc, de doute ou de trouble du sommeil chez un patient TDAH. Il en va de même pour le syndrome des jambes sans repos, qui correspond donc à des sensations désagréables dans les membres inférieurs, majorées dans les situations d'inactivité, qui sont soulagées par le mouvement, et pour lesquelles il y a aussi une composante circadienne qui sont en fait majorées en fin de journée et pendant la nuit, et donc avec un effet éveillant en fait de ce syndrome. Et là aussi, un peu comme dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on a une comorbidité qui est plus fréquente dans cette population-là, mais aussi un diagnostic différentiel, dans le sens où les symptômes au cours de la journée sont assez similaires à ceux que l'on retrouve chez ces patients. Donc, le traitement du TDAH, c'est donc celui de référence en tout cas, c'est la méthylphénidate, avec bien évidemment associé à une approche non médicamenteuse. Et alors, quels peuvent être les effets des psychostimulants sur le sommeil? Donc, les études chez l'adolescent et l'enfant montraient que les patients traités, malgré une amélioration des symptômes, alors là, effectivement, je me contredis un peu, mais en tout cas, malgré les symptômes, l'amélioration des symptômes du TDAH, il y avait une majoration des troubles du sommeil chez ces patients-là, une augmentation de la latence d'endormissement et une diminution du temps total de sommeil.
Par contre, chez l'adulte, alors pareil, peu d'études, mais ça semblait montrer plutôt moins d'impact chez les patients traités par Ritaline, donc peut-être, enfin par méthylphénidate, donc peut-être moins d'impact, moins de sensibilité pour ces patients adultes. Donc le traitement de référence, c'est bien sûr la psychothérapie, la TCC, pour l'insomnie, hein, comme en première intention. Mais j'espère vous avoir un peu convaincu qu'il y avait quand même un aspect effectivement d'impact sur les rythmes circadiens, et notamment donc, dans le décalage de phase qui est plus important chez ces patients-là, et donc peut-être des possibilités thérapeutiques, notamment en termes de luminothérapie, avec peu d'essais là aussi, mais en tout cas qui semblaient quand même montrer des choses intéressantes, avec une avance donc, de la libération de mélatonine, donc une tendance à l'avance de phase sur le plan biologique, mais aussi sur les paramètres de sommeil, donc avec une avance de la médiane de sommeil et une corrélation inverse de l'avance de phase et des symptômes de TDAH, donc une amélioration des symptômes avec cette avance de phase. Bon, la mélatonine plus classique, mais qui montrait donc du coup des résultats assez similaires à ceux de la luminothérapie. Très rapidement, le trouble du spectre autistique et le sommeil, là aussi, hein, on trouve donc une prévalence assez élevée, avec d'autres types de modifications en polysomnographie, plutôt un fractionnement, une diminution du sommeil paradoxal. Et là aussi, le traitement pour le coup de référence, c'est la mélatonine, mais ça, je vous apprends rien. Pour conclure, en tout cas, il semble y avoir une forte comorbidité entre TDAH et troubles du sommeil, avec un effet effectivement aggravant de ces symptômes et la question voilà, du sommeil comme cible thérapeutique de ces troubles-là. Voilà.